merci d'être là parmi nous, d'intervenir. Guillaume, on te connaît bien, et Convertéo, merci de renouveler, vous étiez partenaire déjà l'année dernière. Vous étiez aussi partenaire du dîner qu'on avait en octobre. Alors, je rappelle un peu l'idée d'ailleurs du Retail Club, c'est de l'échange entre pairs. Aujourd'hui, c'est un peu top-down, parce que c'est plutôt une conférence, mais l'idée, c'est d'échanger entre pairs, entre experts, et voilà, et vous nous aidez à faire vivre ce club en participant aujourd'hui, et je vous laisse intervenir, et on va parler du groupe SEB notamment, et de direct to consumer, qui est un sujet qu'on traite beaucoup chez Views. Merci Andrés et merci Aurélie pour l'invitation. Moi, je suis très content à titre personnel d'être là aujourd'hui et pouvoir partager cette prise de parole avec Nicolas du groupe SEB. Et justement, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, Nicolas, est-ce que je te propose de te présenter et puis de présenter le groupe? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et merci Thibaut, merci Views de ce moment de partage. Donc, je suis Nicolas Prigent, je suis en charge du e-commerce et du direct-to-consumer pour le groupe SEB. Le groupe SEB, on est lyonnais. On est une maison de plus de 150 ans et vous nous connaissez forcément parce que vous avez quelque part dans vos cuisines, dans votre maison, un de nos produits. Notre métier, c'est de vous aider à préparer des repas, à cuire des repas, à entretenir votre maison à travers des marques que vous connaissez, Moulinex, Stéphane, Roventa, Krups, WMF. Bien évidemment, SEB, même si c'est plutôt le nom du groupe SEB qui est plus utilisé. On est une entreprise internationale. On a fait une année 2021 assez intéressante puisqu'on a un chiffre d'affaires total de 8 milliards d'euros. On a une trentaine de marques, je crois que c'est 33 en fait. On est présent dans 150 pays et effectivement, on a quelques magasins. Alors, on en a quelques-uns en France sous une marque qui s'appelle Home & Cook. Mais on a aussi beaucoup de magasins en Allemagne à la marque WMF et aussi au Japon et en Turquie. Voilà. Et alors, du coup, je vais rebondir sur le dernier point. C'est intéressant parce que là, dans le cadre de cette intervention, on s'attend plutôt à voir des retailers venir parler de l'omnicanalité. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir la vision d'un groupe comme le groupe SEB avec une multitude de marques. Pourquoi est-ce qu'un groupe comme ça s'intéresse à l'omnicanal? Alors, en fait, on fait de l'omnicanalité au sens retail du terme, tout ce qui est logique de web to store ou autre, c'est devant nous, je vais en parler un petit peu. Mais depuis des années, en fait, on fait de l'omnicanalité parce que l'on suit l'évolution des comportements consommateurs. Je vais vous donner quelques chiffres. 2010, globalement, 3 à 4% en fait, de notre chiffre d'affaires ou de nos marchés étaient globalement en ligne. Et cette année, sur des marchés comme l'Angleterre, sur des marchés comme la Chine, c'est plus de 60% en fait, du marché qui est en ligne. Et on pense au niveau mondial que le marché va complètement shifter clic plutôt que brique aux alentours de 2024-2025. Un ordre de grandeur chez nous, c'était 5% de notre chiffre d'affaires il y a une dizaine d'années, c'était 35% l'année dernière. Cette année, ce sera bien évidemment plus que 35%, les chiffres seront publiés d'ici quelques jours. Et puis, le pari que l'on fait en interne, c'est que d'ici 2023 ou 2024, plus de 50% de nos ventes seront faites en ligne. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est que la stratégie de distribution du groupe SEB, c'est d'être là où sont nos consommateurs, là où sont nos clients. Et depuis 2010, en fait, on accompagne nos clients, distributeurs, spécialistes, hypermarchés, pure players aussi, dans leur commercialisation de nos produits. Donc, on a dû être présent en ligne, on a dû être présent à travers les sites d'Arty, les sites de Boulanger, les sites de Walmart. Et nous, l'omnicanalité, elle a commencé par une structuration d'entreprise autour du contenu, avec des infrastructures technologiques qui nous permettent d'organiser centralement la création de contenu, de la disséminer centralement, et aussi avec une content factory. Le deuxième aspect de l'omnicanalité, il est venu avec des sites internet de nos marques qui sont très visités, utilisés par nos consommateurs, soit dans la préparation de l'achat. Pendant des années, on a accompagné nos consommateurs à trouver un lieu d'achat à travers des solutions de type Buy Now Button.
Et voilà, donc ça c'était une première omnicanalité. Depuis 2-3 ans, en fait, le groupe complète son approche distribution avec une approche dite direct to consumer, sur lequel petit à petit nos sites de marque proposent à nos clients une expérience d'achat de nos produits, alors en complément de ce que font nos clients distributeurs. Et on a devant nous cet arrimage ou cette synergie possible avec nos 1300 magasins au même coup. Oui, donc une omnicanalité qui est double en fait, qui est d'un point de vue déjà en propre pour vous et puis vis-à-vis de votre réseau de distribution. Exactement. Donc, on a accompagné l'omnicanalité de nos distributeurs et puis aujourd'hui, faisant évoluer notre modèle de distribution, on tend aussi vers des dispositifs omnicanaux. Si on revient un peu plus sur le concret, une des choses que moi j'ai beaucoup aimé quand on vous a accompagné sur le sujet, c'est le parti pris que vous avez eu, qui est un peu celui que nous, on essaye de promouvoir chez Convertéo, qui est de dire l'omnicanalité, c'est un sujet éminemment complexe, c'est un sujet aussi très politique qui déchaîne les passions. Pour essayer de rationaliser et de factualiser un peu l'approche, on va partir de la data. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Convertéo quand on accompagne des annonceurs sur ces sujets-là d'omnicanalité. On part de la data, on fait parler les chiffres sur les ventes dans les différents canaux de distribution, sur les rebonds, essayer de comprendre les interactions. À partir de ça, on construit l'état des lieux. Et sur la base de cet état des lieux sain et factualisé, on est capable de construire une vision. Et c'est un peu l'approche qu'on a déployée avec vous, que vous avez utilisée en partant de la data et en faisant parler les chiffres, en faisant un BP, en essayant de comprendre et de prioriser finalement l'ensemble des expériences possibles sur la base du ROI. En fait, je vais peut-être revenir pourquoi on a dû utiliser la data en revenant sur ce déchaînement de passion. En fait, on est un groupe où nos marques ne sont pas similaires dans chacun des marchés. Donc on a 33 marques. Si vous êtes français, vous connaissez forcément toutes nos marques. Mais dites-vous qu'en Allemagne, c'est plutôt un Roventa Tefal qui est très fort. En Italie, ça va être un Roventa. En Espagne, un Roventa et un petit peu de Moulinex. Donc on a une hétérogénéité en fait de catégories et d'utilisation de nos marques. Voilà, incroyable, il n'y a pas quelque chose de mainstream, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des magasins en propre, mais avec des tailles de réseau qui sont soit toutes petites. Voilà, en Belgique, Netherlands, on doit avoir 3-4 magasins. En France, on doit avoir 23 magasins. En Allemagne, on a 150 magasins. Et au Japon, on va avoir 50 magasins, mais qui couvrent 95% des zones de population. Donc, dès que vous lancez le mot omnicanalité dans un groupe comme le nôtre, tout le monde explique pourquoi le cas très précis de la visibilité de son magasin, du web to store, de la visibilité du stock sur le site internet est très important. Et donc on a une multitude de choses à faire et bien évidemment on veut délivrer vite et bien. Donc au bout d'un moment, plutôt que d'avoir des débats d'opinion, on a décidé de faire parler les chiffres, de faire parler la data. Et donc, on a identifié avec vous 38 cas d'usage en fait, de l'omnicanalité que l'on arrive à retrouver dans l'intégralité des marchés. Et puis, sur ces 38 cas d'usage, en fonction du nombre de magasins, en fonction des visites de nos sites Internet, en fonction de notre historique de vente en ligne ou de zones de catchment qu'on arrive à avoir dans certains magasins, on a compilé tout ça et aujourd'hui, on est en train d'établir une roadmap basée sur, d'une part, la value et d'autre part, sur la capacité à faire vite. Donc, on mixe pragmatisme et business value. Et alors, pour rebondir sur les 38 cas d'usage, parce qu'en préparant cette intervention, on s'est posé un peu la question de ceux sur lesquels on voulait zoomer. Sur les 38 cas d'usage, vous avez une vision qui est particulièrement intéressante sur un des cas d'usage, à mon sens, c'est sur la partie live shopping. Sur la partie live shopping, on voit que c'est une tendance qui émerge en termes d'omnicanalité depuis en France 2020, en Europe 2020, tirée par l'Asie. On voit qu'il y a plein de retailers qui se lancent sur le sujet. Il y a Decathlon, il y a la Fnac qui se lancent beaucoup en accompagnement des marques qui sont distribuées. Et vous avez une vision qui est un peu différente sur l'apport de valeur que peut avoir le live shopping et cette expérience-là omnicanale en particulier pour vos produits, pour vos marques. En fait, ce qu'on s'est dit sur le live shopping, c'est qu'on ne savait rien. On s'est dit qu'on ne savait pas grand-chose et qu'il fallait qu'on apprenne assez vite. On est très très fort en Chine. La marque connue du groupe en Chine s'appelle Support.
Et on suit beaucoup ce que font nos collègues chinois, tant sur la commercialisation de leurs produits sur Tmall que très récemment en 2021 sur TikTok, où effectivement en quelques mois, ils ont atteint des chiffres d'affaires colossaux. Et donc, depuis 2020, en fait, ce live shopping naît beaucoup dans nos zones asiatiques. Et la première chose que l'on a fait en tant que manufacturier, et non pas en tant que retailer, c'est de se dire il faut qu'on apprenne, il faut qu'on comprenne. Alors, certains de nos partenaires de distribution sont venus nous chercher en disant on veut organiser des live shopping, voulez-vous être présent en fait dans ces événements? Donc, on a généralement répondu présent. Les autres choses que l'on a faites, c'est on a des marques assez engageantes, notamment autour de l'alimentation, la cuisson, qui nous a un petit peu occupé, certains d'entre nous, pendant les périodes de confinement. On a des partenariats pays par pays avec des grands chefs, je citerai Cyril Lignac en France, et on a aussi décidé de créer des événements en ligne. Et ces événements en ligne, en fait, on les a fait avec nos clients, nos partenaires de distribution, avec des capacités d'acheter des produits tant à la FNAC, directement chez nous, que directement chez Boulanger. Si j'oublie certains de nos partenaires de distribution, ne m'en voulez pas. Donc ça a été la première approche. On a décidé d'apprendre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a une rentabilité complète sur ces sujets? Non, on va mieux, mais on continue d'apprendre. On continue d'outiller aussi les équipes pour le faire à grande échelle. Il y a une autre typologie d'omnicanalité que l'on commence à avoir au bout du radar, c'est cette capacité d'interagir sur nos sites de marque en fait avec quelqu'un en live chat. On a eu des tests très intéressants en Espagne, en Italie, et c'est des choses que l'on veut mettre à l'échelle, mettre à disposition un expert de nos produits pour faciliter l'achat, surtout quand c'est un achat un peu technique ou un peu compliqué dans des aspirateurs. À part avoir fait Polytechnique de l'aspirateur, c'est toujours un peu compliqué de choisir. Ouais, c'est marrant, c'est une tendance qu'on voit chez beaucoup de nos clients, chez beaucoup d'annonceurs, de se dire on va amener le meilleur de l'humain et de l'accompagnement de l'expertise sur le digital. Et on va accompagner notre client là où, par nature, il est sur un canal qui n'est pas un canal forcément accompagné. Ça, c'est effectivement, en termes d'omnicanal, quelque chose qu'on voit beaucoup. En fait, il y a deux choses. Il y a l'humain et les taux de satisfaction client derrière sont bien évidemment plus élevés. Et puis, si je suis bassement mercantile, on a des taux de conversion qui sont complètement différents. Là où vous avez du 1% quand c'est froid et self-autonome, on arrive à des taux de conversion qui sont de 35 à 40% à partir du moment où la personne est engagée dans un live shopping. Alors, bien évidemment, tout le monde ne va pas passer dans le tuyau du live shopping ou du live chat. Néanmoins, pour ceux qui sont à la recherche de cette interaction humaine, de cet accompagnement que l'on a dans les magasins physiques, on a tout intérêt à faire. Juste, je vois le temps, je regarde le temps qui file. Peut-être la dernière thématique qu'on voulait aborder en quelques mots. Souvent, on voit l'omnicanalité comme un levier de vente incrémentale, comme un levier d'interaction pour faciliter la vente avant l'achat. Il y a aussi toute la partie omnicanalité en vie client, sur soit la partie SAV, c'est ce qu'on voit beaucoup chez certains retailers, c'est ce qu'on voit aussi dans les telcos, dans l'énergie par exemple. Vous avez pris aussi cette omnicanalité-là en tant qu'expérience produit. C'est-à-dire, j'ai l'application qui va bien pour le client chez lui quand il utilise son produit. Et ça, je trouvais que c'est intéressant de se dire, l'omnicanalité, ce n'est pas juste un levier de vente aussi, c'est aussi un levier d'expérience client post-achat. Donc, c'est les deux. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. In fine, il y a aussi des logiques de rentabilité. Donc, mais l'enjeu de nos marques, c'est véritablement mieux vivre. Et donc comment ça se passe par des produits, ça se passe par une préparation d'achat, ça se passe par un achat. Donc là, mais l'usage de nos produits, l'entertainment autour du produit, get fun quand on fait de la cuisine, ça fait partie aussi de l'environnement que l'on veut créer et potentiellement donner à nos clients, à nos consommateurs, l'opportunité de réacheter chez nous pour compléter leur dispositif. Donc c'est un enjeu d'expérience et c'est aussi un enjeu économique pour le groupe. Puis cerise sur le gâteau, cette omnicanalité-là, en vie client, elle vous permet aussi de collecter de la data, de collecter des avis clients, des feedbacks, et du coup d'enrichir votre connaissance client via cette brique-là.
Donc, on est une entreprise data riche. Est-ce qu'on est data savvy ou est-ce qu'on l'exploite à outrance? Ce serait mentir que dire qu'on l'est. On sait qu'il y a énormément de choses à faire, qu'on est qu'au début d'une histoire. Peut-être il y a l'observation de la data que l'on collecte sur nos touchpoints, très clé, qui est très importante pour nous, pour nos prévisions de vente, pour les optimisations de nos dispositifs en ligne. Mais il y a aussi l'exploitation de la donnée que certains de nos clients distributeurs peuvent mettre à disposition, des gens comme Amazon ou autres, qui peuvent nous permettre de déceler en fait des tendances long terme ou moyen terme autour de nos produits, autour de recherche consommateur sur lequel au regard de notre présence dans 62 catégories de produits, on peut se positionner. Merci, messieurs. J'aime bien cette idée d'omnicanalité au sens de omni-usage, pluridimension de l'omnicanal. On voit que c'est un sujet extrêmement riche et qu'on est loin de la définition traditionnelle de plusieurs canaux, même coordonnés fortement, c'est beaucoup plus que ça. Merci infiniment. J'espère que vous aussi, vous candidaterez à la Nuit des Rois, ça le vaut. Et encore ravi de vous avoir retrouvé, Thibaut, notamment, parce que tu es déjà intervenu chez nous, je crois. Tout à fait. Merci André. Merci.